et vive la communication. J'ai toujours l'habitude de commencer par mes très chères sœurs moi-même. Alors, pour celles qui me connaissent, c'est une habitude, un regard sororal que je tiens à vous porter ici. Alors, merci beaucoup d'être là avec nous. Euh, alors, peut-être juste nous présenter brièvement. Donc, je suis Hélène Jolin de la firme Père. Euh, Père est en fait une organisation qui existe depuis maintenant presque 25 ans et qui est née dans le but d'apporter un soutien organisationnel aux organismes, particulièrement les organismes à but non lucratif et les organismes communautaires, pour les accompagner dans leur soutien à la gestion. Au cours des dernières années, s'est greffé ce que nous appelons, nous, à propre image, qui est une division qui s'est jointe à Père et qui vient aussi apporter un accompagnement aux différents groupes et organismes, que ce soit au niveau des stratégies de communication, que ce soit au niveau de l'accompagnement et du soutien à la documentation des approches et à la mise en valeur des réalisations des différents milieux. Mon collègue qui est ici présent, et non le moindre, donc Jonathan Boulet-Groux, que j'ai l'habitude d'appeler mon roadrunner, parce que Jonathan a déjà parcouru une partie du monde, étant photoreporter et ayant donc mis en valeur différentes réalités sociales, économiques et autres dans des milieux. Et en même temps est vidéaste et s'est spécialisé au cours des dernières années aussi dans l'élaboration et l'accompagnement au niveau des stratégies de communication. Donc, le spécialiste, en réalité, c'est lui. OK? On se comprend? Alors, moi, je vais être là pour l'accompagner. J'apporte ma connaissance aussi du milieu des communautés religieuses que je fréquente depuis longtemps. Alors, je pense qu'ensemble, on va être capable de bien situer la démarche. Ça vous va? Vous êtes en confiance? C'est parti? Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je vous l'ai dit que c'était lui le spécialiste, hein? La petite flèche. Oh là! Oh là! C'est parfait. Alors, pour débuter, de manière à pouvoir mettre les communications dans votre contexte et non pas juste les communications at large comme ça, je pense que c'est important de se dire les communications aujourd'hui, dans ce qu'on vit, nous, comme réalité, qu'est-ce qu'on peut en faire? Quel sens que cela va donner? Donc, le contexte dans les communautés à l'heure actuelle. Donc, il faut prendre en considération, évidemment, qu'il y a une diminution de la cohorte des sœurs. On ne s'apprend rien entre nous. On est passé quand même d'un nombre important de religieuses au Québec, particulièrement, à un nombre moindre au cours des dernières années, vivant aussi l'ensemble des les transitions socio-économiques et politiques et spirituelles aussi. Le vieillissement en est forcément un peu une conséquence à partir du moment où le recrutement se fait de plus en plus difficilement. Donc, on se retrouve dans un contexte où les religieuses qui ont contribué beaucoup à bâtir le Québec d'aujourd'hui et qui ont contribué aussi à élargir leur mission à l'extérieur du Québec, bien évidemment, on se retrouve avec des gens qui ont aussi vieilli, qui ont un long parcours et pour lesquels les énergies, la santé aussi, n'est pas toujours au rendez-vous comme on le souhaiterait. On est aussi dans un contexte de réorganisation des milieux de vie,
À partir du moment où on se retrouve avec moins de religieuses, c'est sûr que les structures évoluent également en parallèle. Donc, on se retrouve très souvent dans des milieux plus centralisés, alors qu'on était dans des milieux plus éclatés. Alors, les structures elles-mêmes, dont je vais glisser un mot tantôt, ont dû également s'adapter à ça. Donc, on se retrouve parfois avec des résidences pour des personnes qui sont encore autonomes, mais plus âgées, ou encore avec des infirmeries pour pouvoir accompagner celles qui ont des problèmes de santé. Il y a aussi dans le contexte le soutien intercommunautaire. Non pas qu'il n'était pas présent par le passé, mais ce qu'on peut dire, c'est que les communautés ont aussi besoin les unes des autres davantage. Il y a des communautés qui sont peut-être plus grandes par leur historique, donc ont connu aussi, je dirais, des années où il y a eu beaucoup de sœurs et beaucoup aussi de résidences, d'écoles, etc. Et là, on se retrouve aussi avec des communautés beaucoup plus petites dans lesquelles il reste moins de personnes. Donc, le soutien intercommunautaire devient important, que ce soit pour se soutenir dans l'accompagnement de nos aînés, que ce soit aussi pour nous soutenir dans l'accompagnement aussi structurel au sein de nos communautés. La fusion de groupes de leadership à l'interne, c'est un peu une des conséquences de ce dont je parlais tantôt. Donc, dans certaines communautés, on est peut-être passé de 5, 6 ou 7 conseils provinciaux à 1 ou 2 parce qu'on a fusionné des entités ensemble, ou encore on se dirige progressivement vers un conseil général qui va accompagner l'ensemble des sœurs au sein des congrégations. Donc, le contexte varie. On a moins aussi de personnes qui sont en poste, souvent pour accompagner ou pour accomplir des responsabilités. Donc, c'est une réalité qui est bien présente. On sait que les ressources aussi ont diminué dans la gestion interne. Alors, bien que les sœurs demeurent des personnes qui vont continuer d'apporter leur soutien à des services à l'interne de la communauté, de plus en plus aussi, on fait affaire avec des laïcs ou avec des personnes à l'extérieur qui viennent collaborer à la réalisation, au fond, peut-être pas de notre mission, mais tout au moins du rendu et des services dont on a besoin pour pouvoir poursuivre justement l'exercice de nos missions. Les ressources également sont limitées dans le maintien des relations avec les communautés hors pays, parce qu'on a aussi des extensions et on travaille aussi dans d'autres milieux. Et par conséquent, là aussi, nos ressources avec le temps sont peut-être plus limitées pour être en communication avec les groupes autochtones qui sont ailleurs, dans le pays, en périphérie ou carrément à l'extérieur du pays. Par ailleurs, parce que je m'en voudrais bien de rester seulement sur les limites ou enfin les difficultés qu'on peut rencontrer dans un moment de décroissance, puisqu'il faut le nommer comme tel. Alors, je dis bien par ailleurs, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à communiquer et à dire de qui nous sommes et de ce que nous faisons. Le maintien d'engagements socio-communautaires, de santé, éducatifs et pastoraux dans divers milieux. Il y a des sœurs qui continuent à être actives. Ça peut être par la prière, mais c'est aussi par des engagements concrets, ponctuels ou permanents dans différents milieux d'engagement. Alors, ça peut être encore dans des soins infirmiers, dans l'éducation, dans l'accompagnement ou l'engagement auprès des personnes plus démunies. Il y a encore cette présence qui est là parmi les sœurs de vos différentes congrégations.
Par ailleurs, une autre forme d'engagement demeure aussi le soutien financier à des groupes et organismes à caractère philanthropique. Il faut aussi le nommer parce que même si on ne le vante pas comme tel à l'extérieur, il n'en demeure pas moins que c'est une contribution concrète à travers lesquelles les communautés se sont engagées pour soutenir des initiatives qui sont soit en lien avec leur mission directement ou tout au moins en lien avec des réalités qui sont vécues dans les différents milieux et pour lesquelles on tient à apporter notre soutien. Donc, il peut être humain directement parce qu'on est engagé soi-même. Ça peut être par la prière parce qu'on continue aussi d'accompagner ces dynamiques-là, mais également, ça peut être par du soutien financier. Riche document d'archives, c'est pas rien. Les archives que vous possédez, l'histoire qui est la vôtre, l'histoire des personnes qui ont fait naître vos communautés, mais aussi votre propre histoire. Il y a des archives et ça, c'est un bien incommensurable que vous possédez. Alors, il ne faut pas l'oublier, dans le champ des communications, les archives vont jouer aussi, sans aucun doute, une part importante. Et plus que jamais, je pense qu'il faut le mettre dans le contexte actuel, les archives peuvent prendre beaucoup de place. Le patrimoine religieux et culturel qui est disponible à la population. Plusieurs d'entre vous ont des musées, des chapelles qui sont ouvertes ou ouverts pour permettre aux gens de connaître, que ce soit les fondatrices de vos communautés ou que ce soit carrément tout le parcours que vos communautés ont pu apporter à la société québécoise et ailleurs. Donc, il y a une richesse là, patrimoniale, en termes parfois même d'immeubles, mais aussi patrimoniale de par ce qu'elle représente dans les différents milieux de vie. Et il y a aussi des communautés vivantes en périphérie et hors pays, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a des communautés qui sont rattachées à certaines de vos congrégations, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine, que ce soit dans les Caraïbes, en Haïti ou ailleurs, ou en Asie, au Japon. Alors, il y a encore des communautés qui sont là, qui sont vivantes, qui parlent aussi en votre nom. Alors, je pense qu'il ne faut pas oublier que cette action-là, ça fait partie aussi du contexte actuel. Et quand on regarde les communications dans son ensemble, il ne faut pas perdre de vue l'ensemble de qui nous sommes. Oui, des aînés, mais aussi des peut-être plus jeunes ou encore même des aînés qui travaillent ailleurs à poursuivre le travail de la mission de vos congrégations. Alors voilà, je voulais comme juste placer un peu le contexte pour que quand on entre dans le champ des communications, puis je vais passer la parole à Jonathan, qu'on n'oublie pas qui nous sommes aujourd'hui. On n'est pas ce qu'on était en 1940 et on ne sait peut-être pas ce qu'on va être demain, mais on va être probablement encore là. Sous quelle forme, on ne le sait pas, mais il va se passer des choses. Donc, savoir communiquer dans un contexte comme celui-là, c'est de nous mettre en face d'une réalité qui est la nôtre et c'est là qu'on va se demander qu'est-ce qu'on veut communiquer, quel message on veut donner à l'environnement, aux gens qui sont autour de nous et à l'intérieur aussi de nos communautés. Ça va pour le contexte? Je ne suis pas trop en dehors de la carte? C'est bon? Jonathan, je passe la parole à Jonathan. Est-ce que vous m'entendez présentement? Non, je l'ai enlevé également. Peut-être que ça va partir éventuellement avec le temps. Peut-être que je peux utiliser le micro à main sinon. C'est peut-être sur la console, on va essayer quelque chose. C'est la première fois, pour vous dire la vérité, que je travaille avec un casque. Je suis très impressionné. Oui? Je vais prendre ça ici.
a été fermé. Là, oui, Bon matin, bonjour. Alors, permettez-moi, tout d'abord, merci. Merci de nous recevoir, évidemment. Et je voulais ajouter un point sur le déroulement de la journée. Si vous avez des questions tout au long de la journée, je vous en prie, n'hésitez pas. Levez la main. J'ai toujours rêvé d'avoir des gens devant moi qui lèvent la main avant de parler. Posez-les au fur et à mesure. Sinon, prenez-en note. On a une période de questions à la fin. Avec grand plaisir, on va y répondre. J'aimerais revenir un peu en arrière parce que moi, j'ai le privilège d'être un éternel positif et la joie des communications, c'est de prendre tout défi interne à une organisation et d'en faire une légère anicroche pour que ça devienne positif pour l'organisation. Donc, j'aimerais qu'on revienne en arrière sur le contexte actuel. Ça, pour moi, c'est absolument génial en termes de communication. Parce que de ça naît des possibilités de communication, des facilitants pour faire de la communication auprès de vos communautés. Je vous explique pourquoi. On les voit présentement. Je voulais juste vous les remontrer. Alors, tout d'abord, je voulais faire un lien avec ce qu'est la communication et votre réalité. Tout d'abord, on ne peut pas faire de communication si on n'a pas d'impulsion de départ. Si on n'a pas cette envie profonde, ou si on n'a pas cette urgence, ou si on n'a pas un élément qui nous dit peut-être qu'il est temps que j'apprenne à communiquer sur un certain élément parce que je sais que je peux apporter quelque chose. Quand on est en diminution dans nos cohortes, la vérité, c'est que ça peut devenir une impulsion de départ, nous donner envie, cette envie profonde. Et vous l'avez déjà fait, vous le faites depuis longtemps, mais c'est peut-être une nouvelle impulsion pour réfléchir à la communication. Ensuite, on a besoin d'un lieu commun. En communication, c'est extrêmement aidant quand on a un lieu commun, même très physique, de concertation. Les communications en 2018, bientôt 2019, ça ne se fait plus en silo isolé. Ça se fait en concertation. Donc moi, de savoir que de plus en plus, vous êtes appelés à vivre ensemble, à travailler ensemble, à coopérer et à collaborer, pour moi, c'est un énorme avantage de communication. Pardon. Voilà. Possibilité de passer à l'action rapidement dans un processus de mise en application qui est léger. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on se crée une équipe de communication, mais en plus quand on est près les unes des autres, quand on est constamment en communication entre nous, on peut aller plus rapidement dans le processus de mise en application. Et ce qu'on veut en communication, c'est garder le processus le plus léger possible. Plus on alourdit le processus, malheureusement, plus c'est difficile d'aller rapidement et donc de communiquer efficacement sur certains réseaux. Et je ne parle pas seulement des réseaux sociaux. Là. Je parle en général, en communiquant, on essaie, une fois qu'on a pris une décision en équipe, d'aller le plus rapidement possible pour la valider et la mettre en application. Donc, quand on recherche un processus léger d'application et qu'on me dit que de plus en plus vous êtes appelés à vous concerter et à travailler ensemble pour aller de l'avant dans des projets, un énorme avantage de communication, encore une fois. En communication, je l'ai dit, on ne peut pas le faire en silo, on ne peut pas le faire sans les leaders, sans les décideurs. Et l'idée derrière une équipe de communication, puis on va le voir un peu plus tard, c'est vraiment d'être en transparence et en constante communication avec les leaders et les décideurs. Parce que ce ne sont pas toujours les leaders qui vont mettre en application une stratégie de communication. Hein? Souvent, c'est une équipe, c'est des gens à qui on va faire confiance. Mais il faut qu'il y ait cette proximité avec le leadership pour pouvoir bouger plus rapidement. Et ça c'est mon point préféré. Je suis très mauvais pour travailler seul. J'adore travailler en équipe et j'adore travailler en équipe créative. Et donc, j'aime travailler avec des gens qui viennent de différents horizons, qui ont différents objectifs, mais surtout différentes visions à travers leurs apprentissages dans la vie et qui amènent quelque chose à l'équipe. Et donc, quand on travaille en équipe, vous allez le voir, automatiquement, on est obligé, on a cette obligation profonde de s'ouvrir à l'autre et
pour vous dire la vérité, j'ai le privilège, j'ai pas accompagné tant de communautés religieuses dans ma vie. J'ai travaillé depuis 15 ans à l'Arche de Jean Vanier, un peu partout dans le monde avec eux. Et la vie communautaire est quelque chose de fondamental dans le travail d'équipe également. Et je le sais que c'est quelque chose que vous vivez profondément. Et ça, pour moi, encore une fois, c'est un avantage. Ça veut dire que vous partez déjà avec un pied d'avance pour faire de la communication efficace. Alors, si on rentre dans une légère théorie de communication, aujourd'hui, vous savez, on a une seule journée pour essayer de voir beaucoup de choses. Donc, on essaie de survoler un peu ce à quoi peut ressembler la communication, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, si vous avez des questions, on peut toujours approfondir. Éventuellement, avec un peu de chance, en 2019, on aura la chance de créer des formations beaucoup plus spécifiques et précises selon vos objectifs et vos besoins en communication. Mais dans ce survol, pour moi, c'était fondamental qu'on apprenne avant tout, et vous le savez fort probablement, qu'il y a une division claire à faire en communication. C'est-à-dire qu'on a la communication interne, qu'on appelle une communication organisationnelle, et on a une communication externe, donc identitaire. Et à la base, il faut le comprendre ça parce que ce sont des termes différents et c'est une façon de mettre en application nos besoins et nos objectifs de communication de façon différente. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Donc, tout ce qui est interne veut dire, par exemple, mettre en place des mécanismes à l'interne pour mieux échanger avec nos différentes, par exemple, si vous avez des congrégations qui sont au Japon, au Honduras, au Guatemala ou ailleurs, quels sont les mécanismes à l'interne pour améliorer la communication à l'interne ou même juste à l'interne dans la province du Québec? Donc ça, on parle plutôt de communication interne. Faciliter le partage d'informations. On est toujours dans l'organisationnel. Comment on améliore la communication organisationnelle? Comment on facilite le partage d'informations? Quels outils on peut utiliser aujourd'hui pour engager les gens dans le partage d'informations? Simplifier et renforcer les liens. C'est le travail que peut faire la communication à l'intérieur même de vos congrégations ou de vos organisations. Si on s'en va plutôt du côté identitaire maintenant, donc communication externe, ben on est vraiment plus dans essayer de rejoindre le grand public. Donc, dans ce cas-ci, un exemple serait, on veut exprimer au grand public les histoires qui nous représentent. Qui sommes-nous? Quelles ont été nos vies? Comment avons-nous vécu? Quel apport a été le nôtre à la société, par exemple, québécoise? Là, on est dans la communication identitaire, parce qu'on veut transmettre une histoire à un public plus large. Dans tout ce qui est identitaire, on va vouloir trouver une voix. Et lorsque je dis trouver une voix, ce n'est pas seulement trouver la voix d'une personne, évidemment. Permettez-moi de changer de main. Donc, ce n'est pas seulement de trouver la voix d'une personne, évidemment, mais une voix honnête. Donc, la voix de votre organisation, quelle sera-t-elle? Comment votre message restera-t-il le plus honnête, le plus transparent, le plus vrai également de vos racines, mais transmis, encore une fois, à l'extérieur. Donc, il faut comprendre les publics cibles auxquels on s'adresse. Il faut comprendre avant tout que là, dans une communication identitaire, on n'est pas en train de se parler à soi. Il faut arriver à prendre un pas de recul et dire, je parle à quelqu'un qui peut-être ne me connaît pas encore. Quel mot, quelle image, comment vais-je développer mon image, ce qu'on appelle dans le jargon du marketing ou de la communication, mon image de marque. Donc, comment vais-je développer ce que je suis, mais pour un public néophyte qui peut-être ne me connaît pas ou ne me connaît que trop peu. Et donc là, on est vraiment dans l'identitaire, on n'est pas dans l'organisationnel. Par contre, en communication, on a toujours... Oui. Merci. Parfait. Par contre, en communication, la vérité des équipes de communication, c'est qu'ils sont appelés, et évidemment, M. Bigot pourra me contredire, à passer d'un côté à l'autre. De temps à autre, on va travailler sur l'organisationnel, sur améliorer la communication à l'interne, sur favoriser la participation de nos membres dans la communication à l'interne. Et de temps à autre, on va changer de chapeau, puis on va se dire, d'accord, maintenant, j'ai un projet absolument magnifique et je veux en parler aux jeunes des écoles secondaires. Comment je leur en parle? Et là, on est dans l'identitaire, vraiment dans la communication externe.
Ça va jusqu'à maintenant. Vous êtes extrêmement trop sérieuse pour moi. J'aime ça, j'apprécie. Alors, on est ici dans la partie la plus sérieuse de la communication, d'accord? Donc, j'ai besoin que tout le monde prenne ça en note. C'est vraiment, vraiment très important. S'il y a une seule chose que vous allez retenir aujourd'hui, c'est ce qui va être sur cette diapositive-là, d'accord? Vous êtes prêtes? Merveilleux. Alors, on nettoie ses lunettes pour commencer. Quand on met en place un processus de communication, on aiguise son crayon, évidemment. Si vous écrivez au stylo, vous n'avez pas besoin de l'aiguiser. Il faut avoir un café à la main. Aujourd'hui, j'en vois pas beaucoup qui boivent du café. C'est fondamental de boire beaucoup d'eau tout au long du processus. Et finalement, il ne faut vraiment pas oublier les nombreuses feuilles de papier pour faire des brouillons. Je suis désolé si vous l'avez écrit, c'était vraiment une blague. Donc, vous pouvez biffer tout ce que vous venez d'écrire. Voici, en vérité, un processus simplifié de communication. Je ne crois pas personnellement, et les gens de communication ne m'aiment pas quand je dis ça habituellement, je ne crois pas au plan de communication de 40 pages. Si vous êtes, je ne sais pas moi, McDonald's, vous en avez probablement un de 250 pages. Je m'en fous. Ce n'est pas pour ça qu'on se réunit aujourd'hui. Ce n'est pas pour ça qu'un organisme communautaire essaie de communiquer non plus. Moi, je crois fondamentalement au processus simplifié. Donc, j'ai fait bouillir le processus qui habituellement est déjà très simplifié à un 12 pages ou un 12 points maximum. Et j'ai décidé de vous proposer un processus simplifié en communication. Le jour où vous avez envie de faire un projet de communication ou une stratégie de communication, en 6 points très simples. Déjà, si vous suivez ces 6 points-là, on n'aura pas le temps d'aller en détail évidemment aujourd'hui, mais vous allez bien comprendre. Et c'est un processus qu'on fait déjà à l'interne. D'abord, il faut comprendre qu'en communication, ça n'existe pas quelqu'un qui ne sait pas communiquer. Tout le monde communique à sa façon. Vous, depuis qu'on est bébé, carrément depuis qu'on est sorti, on communique, on apprend à communiquer, on le fait différemment, par la parole, par l'écriture, par le geste. La gesticulation est une merveilleuse façon de communiquer. Pour la plupart d'entre vous qui avez voyagé et qui vous êtes retrouvés dans des endroits où vous ne parliez pas la langue, vous étiez contente de pouvoir gesticuler quand vous aviez faim. Donc, on communique tous. La communication, ensuite, si on veut le faire de façon identitaire ou organisationnelle, ce sont simplement des étapes de travail à suivre. Mais fiez-vous toujours, toujours, toujours à vos intuitions, s'il vous plaît. Vous ne pourrez jamais faire d'erreur si vous vous fiez à vos intuitions en suivant les étapes. Tout d'abord, il faut déterminer des objectifs. Pas d'objectif de communication, ça va être difficile de faire de la communication. Alors, pour déterminer des objectifs, habituellement, un objectif de communication découle d'un objectif qu'on a dans notre organisation. Là, je parle souvent organisation parce que je travaille à temps plein, je ne travaille qu'avec des organismes à but non lucratif. Permettez-moi d'utiliser ces terminologies-là, je suis désolé. On a des objectifs dans notre organisation. Eh bien, ça va découler en objectifs de communication. D'accord? Donc, nos objectifs ne sont pas détachés de la réalité de nos communautés. Ils sont ancrés intimement dans nos objectifs et nos réalités de communauté. Donc, on commence par développer 1, 2, maximum 3 objectifs. Il ne faut pas s'en donner trop non plus parce qu'à un moment donné, ça devient un peu irréaliste de pouvoir y arriver à remplir tous nos objectifs. Puis ce qu'on a envie à la fin du processus, c'est de finir heureux d'avoir appris et d'avoir accompli quelque chose. Donc, si évidemment on met des attentes trop hautes au départ, c'est plus difficile et plus frustrant à la fin. Après les objectifs, on a les publics cibles. Oh, mon Dieu, tout sort d'un coup. Donc, ensuite, on a les publics cibles. Les publics cibles sont fondamentaux en communication. Il n'y a pas de question plus importante que à qui est-ce que je m'adresse? C'est la question à laquelle je vais toujours vous retourner. Parce que c'est ce qui va déterminer quels outils vous allez utiliser, quel ton vous allez prendre, quel message vous allez créer, etc. C'est qu'il faut avant tout savoir à qui on s'adresse. Et ça, c'est extrêmement humain. Ça, c'est vraiment la chose qu'on fait au quotidien. Si je m'adresse à mon frère ou si je m'adresse à ma mère, pour vous dire la vérité, étonnamment, je ne le fais pas de la même façon. Et c'est normal, on s'adapte constamment. Et la communication, c'est de savoir comprendre à qui on s'adresse pour mieux pouvoir le rejoindre. Et finalement, lui faire passer le message et l'objectif qu'on veut bien faire passer.
Par la suite, on va donc devoir définir une stratégie. Donc, on a des objectifs. On a des publics cibles. Je m'adresse aux étudiants du secondaire, je m'adresse aux retraités de la ville de Montréal, je m'adresse aux sœurs haïtiennes d'une congrégation bien précise. On a plusieurs publics cibles. Et donc là, on va définir dans la stratégie comment je vais rejoindre chacun des publics cibles. Encore une fois, pour répondre à mes objectifs. On a fait tout ça. On a donc déjà eu un processus de réflexion créatif. On a une petite équipe de communication. Et là, on se dit, mon Dieu, je n'avais pas réalisé, mais je me suis mis des objectifs quand même assez grands. J'essaie de parler à beaucoup de gens et j'ai beaucoup d'outils ou de projets de communication que je veux créer. Comment je vais y arriver? C'est vraiment facile. Vous allez créer l'équipe dont vous avez besoin pour y arriver. Et c'est là où, pour moi, c'est la partie la plus intéressante, c'est que vous allez réunir des gens créatifs de différents horizons qui vont vous aider à mettre en place vos outils ou vos projets de communication. Vous voulez faire un site web, ou vous en avez déjà un, vous voulez l'améliorer, vous n'êtes pas obligé de le faire juste à l'interne. Vous pouvez le faire à l'interne, puis vous pouvez trouver un bénévole à l'externe qui va se greffer à votre équipe de communication le temps du projet et qui va vous soutenir dans votre objectif pour arriver là où vous voulez arriver. Donc, une équipe de communication, c'est également quelque chose qui est malléable. Vous avez toujours un noyau dur de gens qui y croient, qui comprennent la mission, qui savent où on s'en va, qui comprennent le message. Et puis ensuite, vous allez l'agrandir ou le rapetisser selon les besoins. On n'a pas les capacités à l'interne pour comprendre les réseaux sociaux encore, mais on veut les comprendre. Ça tombe bien, on est dans une époque où beaucoup de gens travaillent et comprennent les réseaux sociaux. Aller chercher les ressources nécessaires. Et ce qui est vraiment, j'ai envie de dire positif avec ça, pour toute organisation, pour n'importe qui en fait, c'est qu'en plus, ça vous force vous-même à aller chercher, en allant chercher à l'extérieur, parfois des bénévoles ou des travailleurs professionnels, ça va vous apporter une pierre de plus également à votre propre vision que vous avez de votre stratégie de communication. Donc, ça va nourrir votre réflexion à l'interne. Ensuite, vous avez votre équipe, vous avez tout développé la stratégie, vous savez dans quelle direction vous allez. Ça va être facile, ça va être 1, 2, 3. Là, c'est le temps de mettre en place les outils, de mettre en place les projets, de mettre en pratique ce que vous aviez en tête depuis des années, pour finalement évaluer l'efficacité. Et ça, je le mets même dans une version simplifiée d'un processus de communication. Pour moi, c'est fondamental qu'on évalue, non pas pour, comme dirait mon grand-oncle Henri, pour se tomber sa patate si on n'a pas réussi, mais parce que si on n'évalue pas l'impact de nos projets ou de nos outils de communication, ça devient difficile de savoir si le public cible a bien reçu et donc si on atteint nos objectifs de communication. Donc, trouvez toujours des façons d'évaluer votre travail, tant à l'interne, si c'était un objectif de communication interne, est-ce que vous avez réussi à rejoindre plus de gens avec un certain sondage, etc., autant qu'à l'externe, en chiffres ou en qualitatif. Donc, est-ce que les gens qui sont venus à la conférence ont compris et ont apprécié ce qu'on a essayé de leur passer comme message? Très important d'évaluer. Encore une fois, non pas pour s'en vouloir si on n'a pas complètement rempli l'objectif qu'on s'était donné au départ, mais vraiment pour se dire, parfait, comment je réoriente le tir la prochaine fois? Le tir, c'est un peu violent. Comment je réoriente la poignée de main la prochaine fois pour qu'elle soit encore plus efficace avec mon public cible? C'est bon pour le processus? Très simplifié. Dans une équipe de communication, il faut réfléchir à comment on gère. Donc, la gestion des communications, la gestion des équipes de communication est également fondamentale dans un processus de communication. Et je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui venaient des équipes de leadership de vos communautés, mais évidemment, quand on est dans des équipes de leadership, on comprend bien que c'est aussi un des nerfs de la guerre de bien gérer une équipe, dans ce cas-ci, une équipe de communication. Alors, quelques points à retenir quand on essaie de travailler en équipe de communication. Tout commence par la bonne équipe. Donc, il faut réunir avant tout
fondamentalement des gens qui croient aux communications, qui ont à cœur la mission. Et là, je différencie mission de message, hein, parce que le message, selon à qui on s'adresse, on sait que ça va changer. Ça ne va pas changer le cœur du message, mais on va changer les mots qu'on utilise, etc. Mais c'est important de trouver cette équipe fortement passionnée, là, qui se réveille le matin et qui mange la communication dans leur bol de Cheerios. C'est fondamental. Parce que les bonnes personnes aux bons endroits vont faciliter tous vos processus en tout temps. Et ça, je ne vous apprends rien, évidemment, en vous disant ça. Et donc, il faut aussi savoir que la bonne équipe de communication, ce n'est pas toujours seulement des gens dans l'équipe de leadership. Ça peut être quelqu'un qui avait moins d'intérêt pour ci, pour ça, mais qui, oh mon Dieu, cette personne-là a une facilité incroyable dans les réseaux sociaux ou a une facilité incroyable à comprendre, mon Dieu, si je m'adresse à tel public cible, il faut que je modifie mon message. Et donc, aller chercher ces gens qui ont cette intuition et cette passion profonde pour la communication. Et je sais que ça, il y en a partout dans toutes les organisations. Ça ne m'est jamais arrivé de ne pas en trouver. Je me réfère ici, si vous permettez, à John Donne, je sais, les protestants, je suis désolé, du 16e siècle, qui avait dit « Nul n'est une île », qui a été repris par Thomas Merton. Vous connaissez toute cette histoire-là, on ne fera pas l'historique de ces deux grands pasteurs-auteurs. Mais moi, je trouve que c'est vrai. C'est impossible de le faire seul. La communication, c'est le B.A.B. de la communication, c'est de le faire en équipe. C'est de le faire ensemble. Malheureusement, et on peut prendre tellement de proverbes, là, évidemment, là, un homme qui marche seul marche plus vite, mais quand on marche à plusieurs, on va plus loin, etc. La communication, c'est de savoir s'entourer de gens qui marcheront avec nous dans la même direction. Et puis de temps en temps, qui vont dire « Ah, mon Dieu, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah, tiens, et là, on va débattre sur une idée, sur une façon de faire. Parce que de cette chimie d'équipe et de groupe, évidemment, naît les meilleures idées. On ne peut pas, seul, dans une organisation, prétendre faire de la communication. Et quand je le dis, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas supposé avoir une personne responsable du comité. Évidemment qu'à un moment donné, il faut nommer des responsables qui ont une certaine impunité. Est-ce qu'on fait un projet? Est-ce que ça avance? Oui. Mais au sein de l'équipe, il faut qu'il y ait cette collaboration et il faut qu'on s'entoure. Parce que personne, sauf Hélène Jolin, connaît tout dans la vie. Je m'étais promis de le dire une fois aujourd'hui. Ensuite, il faut être réaliste. On a toujours des objectifs, des envies, des rêves de grandeur incroyables, et je respecte ça et c'est fondamental pour avancer dans la vie. Par contre, et je sais que vous êtes un peu communiste ici, Che Guevara, être réaliste, c'est exiger l'impossible, mais j'ai envie de vous ramener un petit peu plus terre à terre, vous dire que donnez-vous des choses auxquelles vous savez que dans 6 mois, vous allez pouvoir l'avoir accompli, et partez de cette base solide pour aller au prochain pas. Donc, restez réaliste dans vos objectifs et dans vos intentions de communication. Alors, donnez la confiance. C'est cette même perspective, j'ai envie de dire, dans une équipe, au sein de l'équipe de communication. Quand on s'entoure convenablement, il faut faire confiance aux différents membres de l'équipe qui ont une parole ou qui vont porter un projet plus qu'un autre. Il faut aussi donner confiance, par exemple, de l'équipe de leadership ou des leaders envers l'équipe de communication. Parce que malheureusement, dans un processus de communication, ce qu'on valide, ce sont les objectifs du départ et les publics cibles, et on valide l'évaluation à la fin. Mais une fois qu'on commence à mettre en place le projet de communication, plus il y a de processus décisionnels, plus ça ralentit et plus il y a de chances que ça ne se rende pas jusqu'au bout. Donc, il faut faire confiance aux gens qui portent la responsabilité des communications si tout le monde est d'accord sur l'objectif. Puis on dit, allez-y, essayez des choses. Et si on s'est trompé, ce n'est pas grave. Il n'y a pas beaucoup de malheur qui peut nous arriver d'avoir fait un mauvais post sur Facebook. On peut penser que c'est épeurant, mais dites-vous qu'il y a malheureusement l'équivalent de... Honnêtement, il y a l'équivalent d'à peu près 500 millions de posts qui sont mis quotidiennement sur Facebook. Il y a l'équivalent d'une journée et demie, plus qu'une journée, de vidéos qui sont uploadées sur YouTube quotidiennement. Donc, le contenu, il y en a tellement qu'il ne faut pas avoir peur de faire une erreur. Il faut essayer des choses. Il faut avancer.
Il faut se faire confiance. Puis si on fait une erreur, il n'y a rien là. On réajuste le tir. Et pour les équipes de communication, et ça c'est vraiment un point pour les équipes de communication, c'est très important la transparence. C'est important de communiquer. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vers quoi on s'en va? C'est quoi nos objectifs? Qu'est-ce qu'on rêve de faire et quelles étapes on va prendre pour y arriver? Il faut communiquer avec les gens qui vont, d'une certaine façon, porter également, non seulement le dossier de la communication, mais porter la responsabilité réelle des actions de l'équipe de communication. Donc, ça fait partie de la confiance, ça va dans les deux sens. On se fait confiance dans l'équipe, on fait confiance au leadership et le leadership fait confiance à l'équipe de communication. Et là, on est dans un processus transparent, ouvert, sain, qui permet vraiment d'aller de l'avant rapidement en communication. Est-ce que pour l'instant, ça va? Merveilleux. Alors, je crois qu'on avait le droit à une petite pause. On est déjà arrivé là. On a le temps en masse? Alors, on peut est-ce que tu veux qu'on commence tout de suite? Donc, c'est parce que là, on a envie de vous faire participer à un processus de réflexion créative. On a envie de vous poser des questions, que vous posiez des questions. Oui. En voyant côte à côte communication interne, communication externe. Puis, en revenant à la première partie où on avait un certain portrait de notre réalité, de notre contexte, moi, je me dis, je pense qu'Hélène a bien traduit ce que nous comprenons de nous-mêmes à ce moment-ci. Je n'ai rien à redire là-dessus. Là, je me retourne du côté de l'identitaire, puis je me dis, oui, mais les autres, comment ils nous perçoivent? Parce qu'il y a plusieurs années, peut-être 15 ans maintenant, vous vous rappelez du film de Denise Bombardier, « Adieu nos sœurs ». C'était tout un message. Et ça s'ouvrait sur une infirmerie et ça se fermait sur un cimetière, si je me rappelle bien. C'est toute une perception, un reflet de ce qu'elle voyait de nos communautés. Elle en avait pris une qu'elle connaissait. Bon, où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est capable d'avoir des indices de la manière dont actuellement le public nous perçoit? Il y avait des éléments intéressants là, sur on aide encore plein de monde, on a fait du soutien, etc. Mais je me dis, est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on est capable d'aller chercher? Comment on va se donner des instruments pour le savoir? J'ai comme l'impression que chacune de vos questions va être vraiment pertinente. C'est une question extrêmement pertinente. En communication, normalement, il y a deux façons. Je vous ai dit tout à l'heure, vous vous souvenez, faites confiance à votre intuition. Et donc, pour essayer d'évaluer la perception qu'ont différents groupes cibles, parce que même là, c'est important d'arriver à différencier. Chaque groupe cible va avoir sa propre vision. Et dans ma famille, je prends un exemple très bête et concret, je pense que j'ai une meilleure perception du travail des communautés religieuses au Québec que mes parents, qui m'ont emmené à l'église jusqu'à ce que j'ai 14 ans et que je dise que je préférais jouer au soccer. Je suis désolé. Mais, et donc, il faut aussi comprendre de façon générationnelle qu'est-ce qui a influencé les gens. Fait avant tout, il faut se poser la question. Il faut se dire, OK, comment je pense que les gens me perçoivent dans tel groupe, tel groupe. Par contre, en communication, on veut essayer de valider ces intuitions-là. Donc, on va essayer de faire des focus groups. Focus group, ça peut être deux choses. Tout d'abord, ça peut être de réunir des gens dans une salle par public cible, évidemment. Donc, de dire, j'ai envie de réunir une dizaine de jeunes des écoles secondaires de Montréal, de différentes écoles, et les asseoir ensemble et d'aller tâter le pouls et de leur poser des questions pendant 2-3 heures, de leur offrir des beignes, puis de voir c'est quoi leur perception de nous. Ou on peut aussi faire des sondages maintenant, évidemment, à travers Internet, donc d'envoyer des sondages aux gens puis qu'on leur demande de répondre. C'est sûr que cette validation-là est importante éventuellement pour avoir une meilleure compréhension de la perception qu'ont les gens de nos communautés. Mais avant tout, à la base,
et tout à l'heure, on va y venir parce que c'est une de nos questions qu'on a pour vous. Il faut essayer de se poser la question, sortir de nos propres souliers et se dire, comment est-ce que je suis perçu? Comment est-ce que je pense que je suis perçu? Parce que si on ne se permet pas cette question-là, malheureusement, on ne pourra pas pleinement travailler de façon créative dans le processus de communication. Et donc, malheureusement, je n'ai pas la réponse pour vous, évidemment. Mais le processus normal à engager pour poser cette question-là aux bonnes personnes, c'est de commencer par se mettre dans leurs souliers. Et ensuite, c'est d'aller valider en trouvant des gens de ce public cible-là et de les réunir pour y réfléchir ensemble. Et ça peut se faire de façon extrêmement conviviale. On l'a fait il y a 3 ans. Des gens m'ont dit avec l'Arche, l'Association des Arches du Québec, on voulait voir la perception, non pas seulement de l'Arche, mais vraiment de la déficience intellectuelle au Québec et tout, pour par la suite ajuster le message selon les différents publics cibles. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait de façon très conviviale, qui ne coûte rien, qu'il faut juste réunir des gens où ça coûte du café, puis des beignes, puis un petit repas, un sandwich, pas de croûte, des choses comme ça. Vouliez-vous ajouter là-dessus, Mme Jolin? OK. Tu reprends le micro, évidemment. Oui? Non, mais moi, à la suite de ça, je me pose la question, est-ce que je veux être perçu pour ce que je suis aujourd'hui ou parce que nous avons été dans le passé? Est-ce que je suis capable de montrer ce que je suis? C'est tellement bon comme point, parce que en fait, c'est aussi selon vos objectifs. On parlait d'objectifs tout à l'heure et de messages. C'est quoi notre objectif réel de communication? Et ce qu'on est aujourd'hui, je vous dirais qu'en communication, on peut l'expliquer de 1000 façons différentes. Donc, d'être une communauté où le nombre réduit, où maintenant il y a de plus en plus de gens qui sont à la retraite, où on a des infirmeries et tout, Mme Bombardier peut décider de le faire. Je n'ai pas un penchant si positif que ça pour Mme Bombardier, malheureusement, dans les dernières années. Je pense qu'elle a fait un travail exemplaire il y a longtemps. Il y a quelque chose d'un peu spécial qui se passe. Bref, fin de la parenthèse pour Mme Bombardier. Je pense qu'on peut décider nous-mêmes de la façon dont on veut que les gens nous perçoivent. C'est fondamental. Et si on ne veut pas que les gens retiennent qu'on est tous, mon Dieu, on est vieillissant et on est rendu dans des infirmeries, on n'est pas obligé de transmettre ça. Et j'ai envie de dire aussi que le fait d'être vieillissant dans une société québécoise, n'est pas anormal. La pyramide des âges, elle joue pour tout le monde. Et c'est quelque chose d'extrêmement sain. Le problème, c'est est-ce que la société est ouverte au vieillissement? Et c'est là où votre rapport, pour moi, puis on va en parler plus tard, est fondamental. Ce n'est pas dans ce qu'on est qui est important. C'est dans les lunettes qu'on porte pour comprendre le message qu'on me transmet. Est-ce que vieillir est une mauvaise chose? La majorité de la population pense que oui. Moi, je pense que non. Moi, je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de vieillir. Alors, je peux décider de transmettre un message de force, de résilience, d'intelligence, de sagesse à travers le vieillissement des communautés. Et donc, en effet, avant tout, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut transmettre comme message. J'imagine que la plupart du temps, vous allez avoir envie d'avoir un regard positif sur votre passé, sur votre présent et sur votre futur. Mais vous pouvez décider de le transmettre de cette façon-là. Encore une fois, on ne pourra pas écrire une stratégie de communication avec les bons mots ce matin. Mais c'est important pour vous de comprendre, je trouve, que c'est à vous de décider quelles histoires, qu'est-ce que vous voulez mettre de l'avant. Quelle sagesse là, dans vos communautés vous avez envie de mettre de l'avant. Et après, en comprenant à qui on s'adresse, bien, on va juste trouver les bons mots, ou le bon outil, ou le bon message, la bonne façon pour lui donner un petit revers, un petit twist, comme on dit, pour que ça soit bien reçu par mon public cible. Mais il faut vraiment distinguer. Et pour moi, je pense que vous avez un travail à faire phénoménal et qui se fait tout doucement, de faire les deux. Vous avez à parler du passé, parce qu'il n'y a pas de société québécoise comme on la connaît aujourd'hui sans les communautés religieuses. Je ne suis pas un expert, là, je veux dire, vous avez eu Catherine Foisy, je pense, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on a interviewé. C'est une femme que j'adore. On l'a interviewée pour un documentaire sur l'entraide missionnaire l'année dernière. Puis, mais j'ai la chance de viroyer autour des communautés religieuses depuis un petit bout de temps. Et je sais pertinemment que vous apportez quelque chose aujourd'hui et que vous avez apporté quelque chose énormément, je veux dire, depuis les 100 dernières années au Québec. Et ça se transmet.
C'est un héritage à la fois historique et présent qui se transmet. Et là, c'est à vous de décider, la façon dont je vais donner le message, ça va être positif. Donc, tout ce que je décide de transmettre va avoir un regard ou des lunettes, va avoir un filtre positif à travers ça, parce que ce que je veux que les gens retiennent, c'est non pas qu'on est maintenant dans des infirmeries et pas loin du cimetière. C'est qu'on est extrêmement fiers d'être des communautés qui se soutiennent et qui se créent des infirmeries pour continuer à profiter avec une qualité, évidemment, de vie, parce qu'on croit foncièrement que c'est en tant que communauté qu'on peut se soutenir. J'arrête là parce que je peux m'emporter, je suis désolé. Mais c'est vraiment important de comprendre qu'on peut transmettre un message de 1000 façons différentes. C'est à vous de décider. Puis des fois, vous allez avoir envie, je suis désolé. Tu sais, ayant travaillé beaucoup au niveau du handicap, beaucoup dans des camps de réfugiés à travers le monde pour documenter la situation du handicap, on ne peut pas toujours transmettre une image ou une histoire positive. On ne veut pas toujours. Mais on peut choisir dans une campagne de ne prendre que des messages positifs. Et à un autre moment donné, de dire, OK, là, on a envie de dire qu'au Québec, là, c'est pas normal que le milieu communautaire soit si peu soutenu par l'État. C'est pas super positif. Mais vous comprenez? Fait que c'est cette subtilité-là qu'on peut faire de projet en projet. Mais c'est à vous de décider la façon dont vous allez transmettre vos messages et comment les gens vont le recevoir. Voulez-vous une autre question avant la... On a le temps. 5 minutes, parfait. Une autre question, peut-être? Non? Si vous n'en avez pas, on peut prendre la pause tout de suite. Parce que quand on revient, on va tomber en exercice. On tombe? Tomber. Bon café.